Merci Madame la députée, chère Alexandra Martin, et secrétaire générale de Nouvelle Énergie. J'ajoute à nos saluts aussi Hervé Novelli, ancien ministre, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Vous remercier de votre présence ici dans cette pièce voûtée, constituée d'un piano, donc je suppose que le deuxième piano doit être au rez-de-chaussée. Et je salue donc toutes les personnes présentes au rez-de-chaussée, que j'irai voir tout à l'heure physiquement, bien sûr, dans une pièce qui, m'a-t-on dit, est le double de celle-là et qui est pleine aussi. Donc, en tout cas, qui est plus grande que celle-là, le double, je ne sais pas, mais qui est plus grande. Donc, je suis très, très heureux de nous voir aussi nombreux pour un moment de convivialité. Ce sont les vœux à Paris de Nouvelle Énergie. D'autres vœux sont organisés, en particulier notamment à Cannes. Mais je me réjouis évidemment de nous voir aussi nombreux ce soir. Nous avons placé ces vœux sous le sceau de la convivialité. Donc, mon propos tiendra compte de cette exigence. Il me faut me faire des signes si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas. Et il est vrai que, de même, cette exigence a été renforcée par la décision du président de la République de vouloir faire les contre-vœux ce soir. Non, je plaisante. Je plaisante bien sûr, de prendre la parole à 20h15, donc je terminerai avant, et ce qui mettra aussi, non pas un terme à notre soirée, mais qui m'obligera à écouter le propos pour le commenter tout à l'heure sur une chaîne bien connue de certains ici, y compris professionnellement, je parle de France Télé. Vous donc souhaitez du fond du cœur une très très belle et heureuse année. Remercier bien sûr tous les bénévoles. Alexandra les a cités. J'ai la chance, nous avons la chance d'avoir une équipe de bénévoles. Certains nous accompagnent depuis 25 ans, d'autres nous ont rejoints récemment. Je salue Véronique, bien sûr, Catherine qui a été citée, et tous les bénévoles. Romain, merci mille fois. L'avenir n'appartient qu'à ceux qui s'engagent. Et nous devons avoir comme seule boussole l'avenir de notre pays. Une période de vœux, c'est une période bien sûr de bilan, c'est une période de perspective, comme on disait dans certains clubs des années 70 et 80 et 90. C'est une période où on met des idées pour porter des actions. C'était aussi dit par une autre organisation que certains ont bien connue ici. Simplement, sans être exhaustif, et dans cet esprit de convivialité qui doit nous accompagner, vous dire que notre période est la période qui porte le plus d'espoir potentiel, mais aussi le plus de risques potentiels. Et que réfléchir à l'avenir de notre pays, se projeter dans l'avenir, c'est précisément, bien sûr, identifier ces risques, et c'est bien sûr porter cette espérance d'un renouveau français. Notre époque est celle de bouleversements géopolitiques et de révolutions technologiques et scientifiques qui amplifient la compétition entre les nations et entre les peuples. Et qu'il n'y a pas d'autre solution pour vivre en sécurité et en liberté que de relever les défis de notre époque. Et que cette exigence est finalement la plus grande des motivations à nous engager collectivement pour notre pays, puisque le sursaut ne deviendra pas d'une femme ou d'un homme présidentiel, mais d'un sursaut collectif, civique, que j'appelle de mes voeux depuis des années, qui a fait d'ailleurs l'objet du premier ouvrage dont j'ai été co-rédacteur, Refaire communauté, pour en finir avec la civisme, pour un renouveau civique, thème qui revient à l'agenda politique, et je m'en réjouis, pour porter une espérance française, puisque comme le disait le grand Bernanos, l'espérance est un risque à courir, et qu'il n'y a pas d'autre alternative. Alors, pour cela, là aussi sans être exhaustif, avoir bien à l'esprit qu'en cette période de vœux, donc de résolutions, qui pour nous ne sont pas des incantations, mais l'expression d'une motivation absolue, eh bien nous avons la résolution au cours des prochaines heures, des prochains jours, des prochains mois, des prochaines années, avec comme objectif d'être victorieux en 2027, aux échéances qui marqueront un tournant fondamental pour notre pays, après les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, avec des élections législatives et une élection présidentielle absolument majeure, nous avons la ferme résolution d'agir, d'œuvrer pour proposer
à nos compatriotes l'offre politique de la dignité, c'est-à-dire celle de la liberté et de la responsabilité. Nous avons l'audace, mais je crois la lucidité et la clairvoyance, d'être convaincus qu'une offre qui propose à nos compatriotes, notamment des classes populaires, fondée sur la capacité d'être propriétaire et responsable de sa vie, rencontrera un écho majoritaire. Et que notre ambition pour une France sûre et une France indépendante et forte passe nécessairement par des Français qui deviennent propriétaires de leur destin, propriétaires de sa vie. Propriétaire et responsable de sa vie, c'est mettre un terme au déclassement de notre pays, qui n'est pas un propos décliniste ou populiste ou démagogue, qui est simplement un propos lucide, fondé dans l'optimisme de la volonté de voir la France et l'Europe rayonner dans le monde du XXIe siècle, car nous en avons l'atout fondamental, la créativité, l'inventivité, l'imagination. D'un pays qui doit être capable de retrouver le sens de l'audace, du panache, de la joie. Et c'est ce que je nous souhaite collectivement en ce début d'année, de cette grâce de la joie. Alors cette résolution, elle se traduit par des propositions qu'une fois que nous aurons gagné les élections, nous mettrons en action. Oui, ça vient comme ça. Merci de votre indulgence. C'est simple. Tous les derniers mois ont démontré que les propositions que nous formulons sont celles qui sont nécessaires au pays. Le seul enjeu, ce n'est pas de réhabiliter la droite et le centre, etc. Ça, ce sont des modalités, pour nous, conditions sine qua non. Le seul enjeu, c'est de porter une espérance française. C'est d'être utile à nos enfants et à nos petits-enfants, de faire en sorte qu'ils puissent, eux et leurs descendants, marcher dans une France bien dans son époque, avec le peuple de France d'aujourd'hui dans sa diversité, mais unifié par l'universalisme républicain, par une espérance scientifique, par un défi climatique relevé, par l'investissement et l'innovation, et par le génie humain, qui puisse se promener la tête haute, sans baisser les yeux, avec une égalité entre les hommes et les femmes, avec le respect de notre histoire, sans remettre en cause les fondamentaux que les wokistes, racialistes et autres déconstructionnistes, idiots utiles des islamistes, essaient d'anéantir. C'est porter une espérance et une ambition qui rendent chaque Français propriétaire de sa vie, donc propriétaire de sa retraite. De dire qu'il est un leurre absolu de faire croire que le système de répartition qui a été conçu dans l'après-guerre, à une époque où il y avait 6 actifs par retraité, alors que nous avons encore les dernières statistiques qui viennent de sortir sur l'effondrement démographique de la France, et que nous serons à 2 actifs pour un retraité, eh bien, de vouloir entretenir le mythe d'une retraite par répartition qui garantirait une augmentation du pouvoir d'achat des retraités tout en laissant leur place aux jeunes et sans plomber les comptes du pays, les irresponsables, les populistes et les démagogues se retrouvent sur les bancs des conformistes qui nous gouvernent et qui entretiennent ce mythe d'une pyramide de Ponzi dans les retraites, et sur les bancs des extrémistes qui voudraient encore, eux, abaisser l'âge de la retraite. Et dire, et nous sommes les seuls à Nouvelle Énergie, que parallèlement, bien sûr, à des ajustements paramétriques sur l'âge de la retraite et la durée des cotisations qui devraient être choisies d'ailleurs, chacun devrait choisir cela, la seule solution, comme cela fonctionne dans tant de pays et dans tant de régimes, des pharmaciens à la Banque de France aux fonctionnaires en passant par les Pays-Bas et tant d'autres, est d'introduire parallèlement à un filet de sécurité, de solidarité par la répartition, une retraite par capitalisation collective obligatoire, dont les rendements seront meilleurs, qui permettra aux futurs retraités, 1, d'avoir des meilleurs revenus, 2, de ne plus plomber les jeunes. Les baby boomers ne peuvent pas avoir l'égoïsme social de laisser à nos enfants et à ma génération et à celles qui suivent un pays surendetté en disant « après moi, le déluge », d'ailleurs au sens propre du terme au regard des changements climatiques. Retraite par capitalisation qui permettra seule d'assurer un revenu aux retraités, d'assainir progressivement les comptes publics et troisièmement, de doter la France d'un fonds d'investissement
des 100 milliards d'euros au moins qu'il manque pour recapitaliser notre économie, pour les établissements intermédiaires. Ce n'est pas par l'incantation étatiste que l'on refera de la France une puissance industrielle, c'est par de l'investissement. Le 21e siècle sera un siècle de l'investissement, de la robotique, de l'intelligence artificielle, du numérique, de l'investissement dans l'industrie, dans l'agriculture, qui doit redevenir rentable, avec une logique stratégique pour nourrir notre pays et la planète en 2030, en 2040, en 2050, et pas pour tomber dans les incantations de décroissance, qui sont finalement des lubies de gosses de riches. Retraite par capitalisation, être propriétaire de sa vie, donc de sa retraite, de son capital, et notamment permettre aux travailleurs les plus pauvres d'avoir un capital à eux, être propriétaire de sa culture, de son instruction, réhabiliter l'instruction publique, non pas en se contentant de dire les fondamentaux, tant mieux, parce que ça a tellement été nié pendant 40 ans. Mais on ne peut pas dire en même temps qu'on rétablit les fondamentaux et en même temps vouloir faire passer un certificat vert avec des heures d'enseignement chaque semaine là-dessus. Nos gamins savent trier, mais ils ne savent pas compter. Un petit contraste. Sursaut éducatif, qui passera par la liberté, c'est-à-dire par la responsabilité individuelle des chefs d'établissement, des enseignants et des parents d'élèves. Faire en sorte que l'on porte une ambition d'excellence et non plus de nivellement par le bas. D'excellence, ce qui est la seule source du progrès. Porter des propositions de pouvoir d'achat qui ne passent pas sur la démagogie de chèques et d'aides ponctuelles payées par nos gosses ou payées par nos impôts, record du monde, puisque c'est ce qui caractérise l'année 2023, mais qui passe forcément par le fait de plus produire. Pour gagner en pouvoir d'achat, il faut plus produire que ce que nous dépensons. Le drame absolu de notre pays est de plus dépenser que ce qu'il produit, et qui forcément enclenche un déclassement qui, depuis une quarantaine d'années, notamment depuis 25 ans, fait que nous sommes passés du 5e rang au 7e rang, puis au 11e rang dans les années 90, et désormais au 26e rang en création de richesse par habitant. Produire. Produire est la condition sine qua non du pouvoir d'achat, et c'est la condition sine qua non pour relever les défis de notre époque. Faire en sorte qu'on sorte des dénis, et notamment des dénis régaliens, qu'on sorte du théâtre de la politique quotidienne, qui voudrait nous amener à n'être que des commentateurs des séquences choisies par un exécutif dont la seule boussole est de maîtriser le ministère de la parole. L'enseignement de ce nouveau gouvernement, dont je souhaite qu'il réussisse et avec des réels talents, et il faudra être au rendez-vous des bonnes mesures, il faudra savoir les soutenir, évidemment, en responsabilité, on ne peut pas gâcher 3 ans. Mais la réalité, c'est que, et ce qui m'a frappé, ça a été dans les commentaires, notamment sur la nomination de la ministre de la Culture, tout qui a occupé le champ médiatique de façon hystérique pendant 3-4 jours, 5 jours, et à aucun moment n'a été posée la question, à aucun moment, de la politique culturelle de la France. Je ne dis pas qu'elle sera mauvaise. Objectivement, je ne me permettrai pas de le dire à un début de ministère. Mais ce qui est très significatif, c'est qu'à aucun moment, ni les commentateurs, ni les politiques, ni, pardonnez-moi, mais ceux qui l'ont nommé, ont pris la peine de poser une ambition culturelle pour le pays. À chaque fois, le seul curseur a été celui du casting, du coup politicien. Nous sommes à un point qui, à mon sens, cristallise une dérive de la Ve République vers un ultra-présidentialisme qui est une des causes de nos problèmes, par une centralisation destructrice, proportionnelle au discours sur la décentralisation, qui ne reste que discours, on en aura un ce soir, et parallèlement à un retour du régime des partis. Les rencontres de Saint-Denis, toujours annoncées avec emphase, puisqu'elles étaient présentées comme, je crois, une des plus grandes innovations politiques du siècle, qui succédait au grand débat, parce que tout est grand, comme le commissaire au plan, c'est un gros commissariat au plan, c'est pas juste simplement un commissariat au plan, tout est grand, haut, qui précède un grand rendez-vous avec la nation, dont nous allons découvrir les contours tout à l'heure, qui succédait à une initiative politique de premier plan, et de grande ampleur, pardonnez-moi, et j'en oublie, je vois que Michel qui m'en dit, mais bref, vous regarderez. Tout cela n'est apparu conditionné que par des motivations de communication.
à la économie, en 780 milliards d'augmentation de la dette, une dette qui a augmenté presque 2 fois plus vite que l'augmentation du PIB, de la production de richesse. C'est-à-dire que c'est quoi le PIB? C'est la somme des valeurs ajoutées, c'est la richesse produite par les entreprises. Pour 1 euro produit par une entreprise, on a amplifié la dette d'1,80 €. C'est-à-dire qu'on dépense presque 2 € d'argent public pour générer 1 euro d'argent privé. Un système qui, ainsi, est fondé sur une ultra-dépense publique ne peut pas durer. Et avec parallèlement, non seulement le record de la dépense publique, mais un délitement des services publics. Pendant les fêtes de Noël, un quart des urgences n'assurait plus ce qui définit un service public, c'est-à-dire l'universalité et la continuité. C'était impensable il y a 10 ans. Le ministère de l'économie reconduit, présente bien, communique bien, bande punchline. Intérieur, au moment où le gouvernement était nommé, les statistiques sur la sécurité tombaient. Les homicides, depuis presque 10 ans, ont augmenté de 25%. Ils baissaient historiquement depuis des siècles. Et là, il n'y a pas de biais statistique. Les violences sur les personnes, notamment dans les espaces publics, ont, depuis 2017, augmenté de 63%. C'est le chiffre officiel. Délitement régalien. Surpopulation carcérale, ce qui est indigne d'une démocratie, mais sous-équipement carcéral. Ce qui rend impossible une politique pénale juste, puisque dans certains ressorts de parquet, eh bien, pour le même crime et délit, vous irez en prison, et dans d'autres, vous n'irez pas, puisqu'on adaptera dans l'application des peines la doctrine pénale à la pénurie de moyens dans le pays qui dépense le plus pour ses services publics. Hôpital, économie, sécurité, école, nous sommes les derniers au classement PISA, ce qui devrait susciter un immense débat national. Et comprendre qu'il ne suffit pas de dire qu'on va mettre des milliards en plus. Ces milliards qui vont entretenir un système pervers de surcharge bureaucratique qui se fait au détriment de l'efficacité de l'action publique. 32 milliards annoncés dans l'hôpital. Bon, on a vu qu'ensuite, il y a eu un petit peu de rétropédalage en disant « mais non, mais c'est ceux qui étaient déjà annoncés, c'est pas en plus ». Mais vous constaterez qu'il y a eu tous les Ségur, les Beauvau, et j'en oublie, et que cette dépense publique supplémentaire, qui s'est traduite par cette dette supplémentaire et par ces taux de prélèvement records, n'empêche pas qu'aujourd'hui encore, nous avons des fonctionnaires qui sont souvent parmi les plus mal payés de l'Europe, des usagers qui sont de moins en moins servis, et des contribuables qui paient plus qu'avant. Et que le débat politique devrait se cantonner à un conflit entre les démagogues extrémistes et les conformistes au pouvoir, entre plus ou moins de dépenses publiques. Non, non. Avec Nouvelle Énergie, on va démontrer comment, en soulevant le capot, on répare le moteur de la France et comment on recrée la production. Bref, pas être exhaustif ici, mais tous les thèmes que nous avons essayé de porter sur l'enseignement et l'éducation et sur la liberté comme seul moteur de la performance scolaire, de la responsabilité, sur la capacité, et donc de la suppression de la carte scolaire à terme, qui aujourd'hui, au nom de l'égalitarisme, assigne à résidence sociale et identitaire les plus pauvres. On le voit, je ne veux pas revenir sur la polémique que je trouve sordide autour de la nouvelle ministre de l'Éducation, mais on voit très bien que les classes moyennes et les classes supérieures contournent toute la carte scolaire. C'est comme ça. Et que dès qu'on parle de ça, on dit « Ah, mais si vous faites ça, ça va se faire au profit des riches ». Non, c'est le système actuel qui est au profit des riches et de ceux qui savent. Et nous, on est marqués par le gaullisme, la démocratie chrétienne et le libéralisme. Donc on est pour la justice, pour l'égalité des chances. On n'accepte plus ce gâchis social inouï d'un déterminisme absolu dans le pays qui a le plus de dépenses sociales, 32% du PIB, et où on échappe le moins qu'ailleurs à son origine sociale. Ce que nous avons porté sur l'instruction, sur les retraites, sur la responsabilité des mineurs, Alexandra, ce que nous avons porté sur l'immigration, qui consiste non pas à s'attaquer aux immigrés comme personnes humaines, mais dire simplement en traitant comme phénomène social que si l'on n'arrive pas désormais à reprendre en main notre destin de peuplement, nous perdons sur tous les tableaux.
le tableau de l'intégration et de l'assimilation, du bon accueil et de l'hospitalité, de la sécurité, de la cohérence sociale. Et parallèlement à une immigration qui a explosé, c'est indéniable. La Cour des comptes vient de le démontrer après le débat parlementaire, je ne reviens pas dessus, sur l'immigration illégale, mais sur l'immigration légale, qui est passée à 500 000 titres de séjour accordés l'année dernière. 500 000 avec, bref, toutes les façons de dévoyer le système, notamment sur les étudiants, entre autres. Mais parallèlement, une émigration record de talents. La France importe de la pauvreté, exporte du talent et de la richesse. Dans un pays qui, parallèlement, était un grand pays exportateur et désormais a un déficit commercial structurel d'au moins 100 milliards d'euros. Ces chiffres sont étourdissants, indépendamment des effets de bord sur l'énergie, qui aurait dû être un atout l'année dernière si nous n'avions pas saccagé pendant 10 ans notre filière nucléaire avant de rétropédaler, ce qui est une source d'énergie. Merci de votre indulgence pour la 3e fois. Bref, nos thèmes sur la débureaucratisation, sur la recherche de performance publique, deviennent des thèmes enfin de l'agenda politique. Mais il ne suffit pas de s'approprier les mots, comme le fait souvent le président de la République, pour qu'ils deviennent une politique bien pire que cela. Cette approche de Bernard Arnault de la politique qui consiste à se mettre dans la carapace des autres, c'est-à-dire des concepts des autres et des idées des autres, lorsqu'elle n'est pas suivie d'actes, amplifie la crise civique dans laquelle nous sommes, qui est avant tout une crise de l'impuissance publique. La crise de la démocratie, que l'on approche par les violences sur les élus, les dépositaires de l'autorité publique, par les taux d'abstention, par le désintéressement de nombreux jeunes à l'égard de la chose publique, par le fait qu'on dise tous pareil, ça sert à rien, c'est nul, qu'il nous faudrait une bonne armée qui nous dirige, etc. Comme ceux qui feraient une bonne guerre. Ceux qui disent qu'il faudrait une bonne guerre, c'est qu'ils n'ont jamais vu la guerre en vrai. Parce qu'ils ne diraient pas ça. Voilà. Et que c'est précisément ce qu'il faut éviter pour notre pays. C'est pour ça qu'il faut, dans un monde où l'on voit des empires illibéraux et dictatoriaux se reconstituer avec une matrice reptilienne qui est propre à l'histoire de l'humanité, qui est celle de l'expansion, nous ne pouvons plus être naïfs et nous devons construire une sécurité collective à travers l'OTAN, mais aussi à travers des accords européens. Et, comme disait Bismarck, puisqu'il faut aussi réarmer notre diplomatie après les fiascos en mer de Chine, les sous-marins vendus finalement aux Anglais, l'Afrique, qu'elle soit subsaharienne ou maghrébine, où la France a reculé comme jamais dans son histoire et arrive à se faire haïr et détester, là où elle devrait être un partenaire naturel, évident, pour des raisons historiques évidentes elles aussi. Une diplomatie, Bismarck disait donc, la diplomatie sans les armes, c'est comme un orchestre sans instrument. Alors ici, il est vrai qu'on a déjà 2 pianos. Ne tirez pas sur le pianiste, s'il vous plaît, pas tout de suite. Mais il est évident que la loi de programmation militaire, qui amorce un début d'embryon de sursaut, devrait être traduite en crédit de paiement, ce qui me paraît très aléatoire à partir de 2026, au regard de la réalité des finances publiques. Et c'est un ancien ministre de la Défense qui pourra valider mon propos, mais devra se traduire aussi par des efforts supplémentaires, notamment en termes de cyberprotection et d'ambition spatiale, qui sont des conditions sine qua non aujourd'hui d'une défense pertinente, puissante et qui assurera notre liberté. Sevis pacem parabellum. Il n'y aura pas de liberté, de sécurité sans efforts régaliens colossaux. Donc sans remise en ordre de l'appareil d'État. Donc tous ces thèmes-là, nous les avons fait prospérer. Ces thèmes-là, nous les avons aussi marqués par des moments importants, la rentrée politique où nous étions plusieurs milliers, l'inauguration du siège dans ce magnifique 15e arrondissement. Et depuis cette date de l'inauguration du siège, le 3 octobre dernier, nous avons quasiment doublé le nombre d'élus adhérents, nous avons quasiment doublé le nombre d'adhérents à Nouvelle Énergie, et nous allons continuer cette dynamique en respectant scrupuleusement un calendrier que nous étions fixé il y a 2 ans et que nous suivons méthodiquement, avec bien évidemment des échéances européennes. Je suis heureux et fier que François-Xavier Bellamy soit le candidat d'une liste que je souhaite la plus dynamique, la plus renouvelée possible, portée par LR, Nouvelle Énergie et d'autres.
et j'espère un maximum de formations qui nous rejoindront, parce qu'il en a le talent, parce que des faux procès lui sont faits, et parce qu'il a à la fois une vision d'une Europe puissance, et non pas simplement régulatrice, puissance, productrice, au service des nations et des peuples qui la composent, nations qui sont seules souveraines, puisqu'il n'y a qu'une souveraineté. S'il y a un truc que vous ne pouvez pas partager, c'est la souveraineté. Le souverain, c'est le dernier décideur. Donc moi, je suis très européen, parce que dans le monde multipolaire qui est le nôtre, évidemment, et face aux empires que j'ai évoqués tout à l'heure, la Russie, la Turquie, l'Empire ottoman, la Chine, l'Empire perse, l'Iran, nous avons besoin d'avoir une Europe puissance, pas simplement de son marché, mais de sa capacité de production et de coopération avancée, y compris sur les domaines technologiques, militaires et écologiques, et sanitaires d'ailleurs. Mais un seul souverain, le souverain c'est le dernier décideur, ça ne peut être en démocratie que le peuple, et pour l'instant, c'est comme ça, les peuples ont une souveraineté nationale. Voilà. Et c'est ainsi. Et donc ça doit être préservé aussi. Donc François-Xavier a cette vision-là, mais il a aussi une autre vertu, c'est qu'il bosse, il travaille. Et ça sert, c'est utile. Parce que même, on est dans des rapports de force parfois compliqués au Parlement européen, même dans un Parlement qui a très peu d'autorité et de pouvoir face à une commission qui est devenue supranationale, hélas, et qu'il faudra réformer, eh bien, il a réussi à infléchir des textes. Il a réussi à éviter le pire, mais ce n'est pas à moi de le dire, donc je ne vais pas être trop long là-dessus, c'est à lui de le décliner. Et je trouve absolument inouï, irrespectueux des habitants, des citoyens, que des partis politiques n'envoient pas des gens qui travaillent au Parlement européen. Quand on voit l'importance des enjeux européens aujourd'hui pour la France, l'importance des enjeux au sein de l'Union européenne, pour notre pays, par rapport à tout ce que j'ai évoqué, faire des choix simplement de casting télévisuel, de théâtre politicien, je trouve ça indigne et irrespectueux des habitants. Ben nous, on a un candidat, une tête de liste qui, lui, est un bosseur, a du talent. Et je crois que sur ces élections européennes, je pense qu'il n'y aura pas d'entre-deux. Hein. Soit on arrive à cristalliser quelque chose, et ça ne sera pas 8%, soit on n'y arrive pas et ça peut être beaucoup moins. Ça va être un défi à relever, mais c'est passionnant. Et soit cette équipe, derrière François-Xavier, est suffisamment cohérente, renouvelée, puissante de sa capacité de travail et de proposition, avec, j'allais dire, un contenu et une esthétique de liste. Et ce sera le premier pas d'une recomposition, d'une reconstitution d'une droite conquérante, pour des bonnes raisons, peut-être face à une gauche aussi, avec un candidat Glucksmann qui a des qualités réelles, et je crois que ça sera un grand service pour la démocratie, soit le cap n'est pas franchi, et ce sera la dernière expression d'une décomposition. Voilà. Je crois que l'enjeu, il est là, tout simplement. Et puis, il y a d'autres échéances. Avant celle-là, il y aura une autre échéance très importante, qui sera la publication, fin mars, début avril, d'un ouvrage dont je suis le co-auteur avec Christophe Tardieu, qu'il faudra acheter parce que j'ai des droits, nous avons des droits dessus et nous avons quelques visées patrimoniales, sur Pompidou, puisque vous le savez, en avril prochain, le grand président Pompidou nous aura quittés depuis 50 ans. Et nous nous sommes attachés avec Christophe à, d'abord, on écrit pour nous-mêmes, pour nous faire plaisir, mais à définir finalement quels sont les enseignements que peut nous laisser ce deuxième président de la Ve République, qui est consubstantiel de la réussite gaulliste et qui est peut-être le président le moins bien connu de la République française. Donc ce sera aux éditions de l'Observatoire. Le prix sera forcément trop modique, mais ce sera un moment important dans l'année, en tout cas pour moi, pour nous, et puis j'espère pour porter aussi à travers cela. Alors, il ne s'agit pas de revenir, d'entretenir le mythe des 30 Glorieuses. Justement, ce n'est pas du tout un livre nostalgique. Il ne s'agit pas de revenir à ce qui caractérisait cette époque. Certaines choses sont obsolètes, notamment le plan, hein, pour parler clair. Mais en revanche, d'en tirer des leçons, notamment civilisationnelles, très importantes. Et puis, d'autres échéances qui passeront par le développement de nouvelles énergies,
le renforcement de sa professionnalisation, ce sera la prochaine étape que j'annoncerai, je pense, avant la fin du mois, avec également, bien sûr, de continuer à constituer un corpus. La seule façon de retrouver de la crédibilité et ensuite de l'éligibilité, c'est d'avoir un corpus qui soit une bonne articulation entre une vision, entre des principes auxquels nous devons nous tenir absolument, être constants dans les principes, et des débuts de solutions aux problèmes dans le comment. Pour cela, nous avons la chance d'avoir un groupe d'une centaine d'experts, très variés dans leur profil, qui sont animés et qui continueront d'être animés s'ils l'acceptent par Romain. Voilà, et il dit oui. Et avec, et j'ai le plaisir de vous l'annoncer, un responsable du projet politique que je vous présente ce soir et qui est Hervé Novelli. Voilà. Solide dans ses principes, qui a à la fois une expérience de l'appareil d'État tout en étant d'ailleurs encore entrepreneur, qui connaît l'État profond pour mieux le combattre et qui est créatif, imaginatif. Nous continuerons avec Hervé, avec François-Xavier, à nous retrouver régulièrement, comme nous l'avons fait la semaine dernière, à rencontrer des syndicalistes, des chefs d'entreprise, des intellectuels, des chercheurs, pour aussi nous irriguer et compléter notre vécu de citoyen, de père ou de mère de famille, de mère MAIRE en ce qui me concerne, bref, ce vécu de praticien, et de toujours le confronter avec des visions plus analytiques et conceptuelles. Il faut les deux. Être que dans la pratique peut assécher, ne pas être dans la pratique rend complètement débile. Voilà. Donc, et azimuté et déconnecté. Donc, 2024 doit être une année de consolidation de nouvelles énergies pour progressivement compter sur le plan numérique, d'avoir des objectifs, préparer les prochaines échéances, faire entendre notre voix et proposer une alternative raisonnable, radicale. C'est pas radical, c'est quoi? C'est pas du tout extrémiste. C'est simplement qui va à la racine des choses. Qui consiste à dire qu'on ne peut pas traiter des problèmes profonds avec de la cosmétique communicationnelle, en faisant des successions de séquences d'annonces non suivies d'effets, ou en cherchant des postures ou des petites phrases. Nous allons continuer dans cet esprit-là. Nous allons développer nos réseaux avec Caroline Doucerin de représentants territoriaux. D'autres vont nous rejoindre dans cette optique-là parce que c'est un énorme travail et j'ai des propositions à te faire. Nous allons continuer à développer le réseau avec les élus. Et il est vrai que j'ai la chance d'être bien entouré depuis des années. Et Anne fait un boulot formidable, Caroline. Je salue bien sûr Geoffroy Boulard parce que d'abord il est super. Il va s'investir à mort, il me l'a encore dit, et bientôt il aura des responsabilités à Nouvelle Énergie. Je pense à Guillaume Guérin aussi, qui prendra des responsabilités. Et d'autres, n'hésitez pas, moi c'est celui qui dit qu'il fait. Hein, voilà. J'ai juste un droit de veto, hein, voilà, c'est tout. Donc avec Hervé, on va réfléchir à tout cela, on va continuer, Alexandre, monter cela. Et sans se prendre la tête, sans se prendre au sérieux, mais en travaillant très sérieusement, parce que nous sommes dans une époque qui nécessite du sérieux, de comprendre que dans la dramatique de l'histoire, face au vent géopolitique, face aux défis scientifiques, nous n'avons pas d'autre choix que de relever le défi du sursaut français. Je disais tout à l'heure que ce siècle sera un siècle certes spirituel, comme disait Malraux, mais sera un siècle de l'investissement. Qu'il faut quand même regarder avec lucidité ce qui se passe ailleurs. L'écart qui s'est creusé en 15 ans seulement avec les États-Unis d'Amérique. L'écart qui est en train de se creuser avec la Corée du Sud. L'écart qui se creuse avec des États qui ne sont pas qu'émergents, qui sont en train d'apporter des solutions de sécurité, de prospérité. Je pense aux Émirats arabes, etc. Donc l'enjeu, c'est un enjeu de performance, mais c'est aussi un enjeu de démocratie. Nous devons absolument démontrer que la démocratie a un avenir et est un avenir. C'est un enjeu de liberté fondamentale. La liberté n'est pas acquise.
Je suis absolument sidéré du nombre de personnes qui seraient favorables à renoncer à des libertés pour du confort. Or, la liberté doit être une aspiration ultime, simplement, d'abord, parce qu'elle est la condition de la dignité, mais aussi parce qu'à terme, elle est la source de l'efficacité. Aucun système sans liberté ne peut être créatif. Or, face à l'intelligence artificielle, et avec l'intelligence artificielle, la condition de la réussite des prochaines années sera dans la créativité. Donc c'est cet esprit-là que nous devons porter. Ce sont ces conditions de la réussite que nous devons incarner. Ce sont ces propositions que nous devons donner à un maximum de Français. Et pour continuer cette progression, en 2023, on a consolidé beaucoup de choses. On est, je crois, sorti d'une notoriété avec Nouvelle Énergie qui était simplement d'un cercle ultra concerné par la politique. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore une notoriété grand public. Mais tous ceux qui aiment la politique, qui s'y intéressent, connaissent aujourd'hui notre proposition. C'est-à-dire, c'est entre 15 et 20% des Français. Maintenant, en restant solides sur nos fondamentaux, nous devons passer à un rayonnement par capillarité, par rayonnement médiatique aussi, en continuant à produire, à écrire, à parler, en développant une stratégie numérique puissante. Et vous verrez que nous prendrons des initiatives dans les prochaines semaines aussi là-dessus. Nous devons porter une nouvelle espérance. Faire en sorte que nous sortions de cette dialectique mortifère pour notre démocratie française entre un pouvoir technocratique qui s'enfonce dans son conformisme et dans ses jeux d'illusions et des oppositions qui se contentent du yaka faucon. Comprendre que la démocratie, c'est une majorité et une opposition. Et que si on laisse le monopole de l'opposition à des aventuriers extrémistes, bien, la prochaine étape sera la victoire de ces aventuriers extrémistes. Donc l'enjeu est colossal. C'est un enjeu de responsabilité, mais qui nécessite pour cela d'être audible, crédible, éligible. C'est ce triptyque que nous allons construire, avec l'objectif de doubler le nombre d'adhérents en 2024, avec l'objectif d'être présent. Alors nous avons déjà des adhérents désormais, y compris outre-mer, dans nos outre-mer, mais d'être présent dans chaque agglomération, d'être présent dans chaque secteur du territoire français, avec comme objectif d'être incontournable pour les prochaines échéances et avec pour objectif de faire gagner la France. Voilà la nouvelle espérance que nous devons porter. Alors pour tout cela, je vous souhaite du fond du cœur une très bonne santé. Je vous souhaite d'avoir l'espoir en vous, d'avoir la joie de faire de la politique, d'avoir la joie de dire que nous nous engageons pour nos enfants et nos petits-enfants, d'avoir la joie et la grâce d'être les porteurs d'une espérance qui rimera avec la France. Vive Nouvelle Énergie!